D'accord, bonjour à vous. Je suis Mathias Delozo, je suis ingénieur de recherche à l'IRT Saint-Exupéry à Toulouse. Je vais en dire deux, trois mots. Et je fais cette présentation au nom de tous mes collègues de l'équipe de développement de GEMCO, qui est une librairie d'optimisation multidisciplinaire. Et rien que pour ça, je vous félicite d'être venu un dimanche après-midi à cette heure-ci pour faire un petit peu de mathématiques. Donc pour commencer, tout début, je vais commencer par présenter ce qu'est l'IRT Saint-Exupéry, ce qu'est cette fameuse optimisation multidisciplinaire. Puis suite à ça, nous rentrerons dans le vif du sujet, à savoir GEMCO, cette librairie Python open source, et puis deux, trois informations sur comment nous avons, il y a maintenant 3 ans, oui, c'était en 2021, décidé de mettre ce logiciel open source. Tout d'abord, IRT signifie Institut de recherche technologique. Saint-Exupéry, on sent qu'il y a un petit peu d'avion dans l'air. Les IRT sont des outils en fait, qui permettent le passage de la recherche académique au monde industriel, notamment dans le cadre de Toulouse. En fait, c'est tout ce qui va avoir trait à l'aviation, à l'aérospatiale, aux systèmes embarqués. C'est également une sorte de maison commune, en fait, ce gros bâtiment que vous voyez là-bas, où nous créons des projets et à la fois nous avons des jeunes entreprises, des laboratoires, des universitaires qui travaillent autour d'une même table et qui essayent de mettre en avant des méthodes pour résoudre des problèmes qui sont portés par les industriels. Et notamment, parmi ceux-là, il y a la question de l'optimisation multidisciplinaire qui, en anglais, l'acronyme donne MDO, et c'est quelque chose que nous trouvons assez souvent dans la littérature. Ce qu'il faut voir, en fait, c'est que si on cherche à concevoir un avion, si on demande à quelqu'un qui travaille dans l'usinage, il va nous dire, moi, je veux la solution la moins coûteuse, la plus simple à façonner, un petit peu en mode l'avion Lego. En haut à gauche, il va nous dire, voilà, moi, ça c'est facile, c'est 4 planches et des clous, j'ai fait mon avion. Ça n'a pas très bien volé, on va demander à la personne qui va plutôt être spécialiste des équations d'aérodynamique, et elle va nous dire, moi là-bas, tout là-haut, là, d'un point de vue aérodynamique, ça va voler, mais nickel, l'air va s'écouler dessus, c'est génial. La personne qui va plutôt être spécialiste de la structure va nous dire non, moi c'est plutôt cet avion en forme d'arbalète, ça va aller vraiment pas, ça c'est vraiment parfait, etc., etc. Donc on peut répéter. Et quand on est dans une entreprise qui va être un petit peu un silo avec des départements bien séparés, chacun va faire son meilleur avion et va le passer comme point de départ pour que l'autre cherche à l'améliorer. Et ainsi, la boucle va se répéter, 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 jusqu'à converger vers une solution qui souvent va être sous-optimale parce que chacun part de ce que l'autre pensait être le mieux, alors qu'en général, en fait, il vaut mieux se mettre autour de la même table, les gens de différents métiers, qu'on appelle différentes disciplines, et se dire, si on rassemble, veut dire nos objectifs séparés pour aller vers un objectif commun, faire un avion, comment on ferait. Et donc du coup, en fait, c'est ensemble qu'on prend en compte toutes ces contraintes, tous ces objectifs, et on parle d'optimisation multidisciplinaire. C'est quelque chose qui a été très développé de l'autre côté de l'Atlantique, notamment en fait avec ce professeur Martins de l'université du Michigan, beaucoup côté Boeing, si on pense à l'aviation. Maintenant, en fait, c'est un sujet via l'IRT notamment qui est très présent ici aussi, de ce côté de l'Atlantique, avec Airbus notamment. Et c'est un sujet également que l'on va retrouver dans d'autres domaines que l'avion, notamment par exemple pour concevoir des éoliennes offshore. À la base de l'optimisation multidisciplinaire, forcément, il y a de l'optimisation. Donc ce que nous allons avoir, c'est un problème qui va être, par exemple, je veux concevoir l'avion qui va être le moins polluant, ou bien qui va être le moins, on va dire, qui va générer le moins de bruit possible, en faisant varier différents paramètres de conception, le diamètre du moteur, la taille de l'aile, le nombre de passagers dans l'avion, etc. Je vais avoir des contraintes. Mon avion, il va devoir pouvoir atterrir sur un certain nombre de pistes d'aéroport. Donc cette piste, c'est une longueur maximale, etc. Donc ça, c'est mon problème d'optimisation. Sauf qu'on a dit juste avant que c'était un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un simulateur qui va, lui, me faire le meilleur avion d'un point de vue de la mécanique des structures. Un avion qui ne va pas casser si je passe dans des turbulences aériennes.
un deuxième simulateur, le numéro 2, qui lui va plutôt travailler sur le meilleur écoulement fluidique autour de mon aile d'avion. Un troisième, numéro 3, qui lui va chercher plutôt à faire de la modélisation acoustique pour savoir quel est l'impact en fait de ce son. En fait, par exemple, quand je suis sur un couloir aérien, j'ai envie de réduire cet impact sonore pour les gens qui habitent. Et ce qu'on peut voir en fait ici, c'est que nous allons avoir non seulement en fait des sorties Y1, F1, etc., mais cette sortie Y1, ça va être une entrée du deuxième simulateur. Le Y2, qui est une sortie du second simulateur, est une entrée du premier simulateur. Et en fait, tout ceci en fait va être fortement couplé. Et donc en fait, ce qu'on va essayer en fait de mettre en place, ça va être des modèles mathématiques pour non seulement résoudre le problème d'optimisation de là-haut, mais également résoudre le couplage qui va exister entre les simulateurs. Ça, c'est vraiment ce qu'on va appeler en fait l'optimisation multidisciplinaire, c'est-à-dire on part d'un problème de conception qui est complexe, qui d'un point de vue mathématique s'appelle un problème d'optimisation, et vu qu'il est composé de sous-modèles, c'est multidisciplinaire. Pour faire ça, nous avons donc proposé GEMCO, un logiciel qui puise ses racines en 2015 par là, lorsqu'il y a eu un projet à l'IRT. Et nous allons voir après, en 2021, nous avons fait le choix de le mettre open source. Ce logiciel, donc créé en 2015 à l'IRT Saint-Exupéry, c'est, si on prend l'acronyme, qu'en fait c'est un moteur générique pour créer des scénarios multidisciplinaires, faire de l'exploration, c'est-à-dire tester différentes configurations d'avions par exemple, mais pas que, c'est pas limité à l'avion, surtout pas, c'est en fait utilisable pour tout type d'application, et c'est également fait pour faire de l'optimisation. Derrière, il va y avoir beaucoup d'algorithmes de l'état de l'art, également des nouveaux. On va s'appuyer sur des épaules de géants pour tout ce qui va être mathématique sur du SciPy, du NumPy et des choses également plus récentes ou plus calcul distribué. Nous allons également avoir beaucoup d'automatisation, c'est-à-dire que les modèles, on va pouvoir les changer autant de fois que l'on veut parce que tout ceci va se recoupler automatiquement via de la théorie de graphes. Il va y avoir de l'optimisation, des briques pour faire du machine learning, des incertitudes aussi, parce que lorsqu'on conçoit un objet aujourd'hui, c'est dans un univers incertain, on ne sait pas quelle sera la demande demain, on ne sait pas si la pièce qui m'est fournie par mon client, par mon fournisseur, elle va toujours avoir exactement le même calibre, donc il y a de l'incertitude là aussi. Donc ça, ce sont les différentes briques. Et nous allons avoir également le fait que cette librairie Python peut être utilisée en standalone, import GEMCO et j'utilise ce que je veux, ou bien embarqué dans certaines plateformes de simulation. Enfin, les modèles, ça va pouvoir être des gros exécutables, un gros simulateur CFD par exemple. Ça va pouvoir être également des bouts de code Python, également du Scilab ou du MATLAB. Et puis, on a également des wrappers parce que dans certains départements d'entreprise, en fait, des gens font des calculs VBA via des feuilles Excel. Et on veut être à même en fait, de pouvoir utiliser ceci. Ce qui fait qu'en fait, des fois, nos 3 ou 4 modèles couplés, il va y avoir un gros solver CFD, une brique de Python, un code Excel, et tout ceci travaille ensemble. C'est open source depuis 2021, une documentation, j'en reparlerai sur Read the Docs, et tout ceci est du Python. Nous avons une communauté assez grosse de développeurs et de mainteneurs. Nous sommes, on parlait d'une vingtaine, mais je pense que là, ça commence à être un petit peu plus. C'est essentiellement des gens qui sont du coup à l'IRT, mais pas que. Ce projet est utilisé aussi dans ce logiciel est utilisé aussi dans des projets européens, ce qui fait que GEMCO est développé au-delà de Toulouse et de l'Hexagone, mais on peut le retrouver notamment utilisé par exemple en Allemagne. L'idée, en fait, c'est que ce qu'on voulait, c'est un truc très automatique, que les gens puissent définir des modèles en disant mon modèle F, il a telle entrée, il a telle sortie. Et pareil, je définis tous mes modèles aussi, et rien de plus. Et ensuite, quand je vais dire à GEMCO, couple-moi ceci, aussitôt GEMCO va produire ce processus, en disant il faut d'abord exécuter le simulateur G. Ensuite, ici, A et F sont fortement dépendants. F dépend de A dépend de F. Du coup, je vais résoudre ce qu'on appelle en fait une MDA. Je vais résoudre les couplages forts. Puis ensuite, on va évaluer C, puis enfin E, D et B. Ceci, c'est vraiment ce qu'on appelle un processus multidisciplinaire, un workflow.
ça va être donc créé automatiquement par GEMCO. Et l'avantage, c'est que si moi demain j'ai envie de remplacer ma solution F, qui est un simulateur par exemple de calcul mécanique des fluides, logiciel propriétaire, et j'ai envie celui-ci aussi de le remplacer par un logiciel open source ou un autre modèle, ben, il me suffit en fait de remplacer mon wrapper Python et de lui uniquement de conserver en fait ce que j'ai marqué ici, la signature, c'est-à-dire le nom d'entrée et nom de sortie, et automatiquement le process va être recréé. Donc GEMCO est là pour créer automatiquement des process, et à la fin, il est capable en fait de pouvoir dire tel modèle va tourner sur du HPC, tel autre modèle va tourner sur une station Windows, etc., etc. Par exemple, ça a été le cas dans un des précédents projets. On avait un simulateur qui faisait du post-processing. Donc ça tournait uniquement sur une station Windows, mais on avait également des gros calculs aérodynamiques sur du HPC. Donc GEMCO est vraiment là pour ça, pour, on va dire, créer en fait automatiquement le workflow et ensuite exécuter, donc calculer les contraintes et les objectifs. Parmi les principales composantes de ce logiciel, il va y avoir donc tout d'abord une partie process tout là-haut où la personne en bleu va définir les couplages, va définir également les différents simulateurs, les concepts d'optimisation, de modèles de couplage. Tout ceci ensuite va se rentrer dans ce qu'on appelle une formulation. La formulation permet de construire le modèle. Ensuite, il va y avoir le problème d'optimisation et à la fin des post-processing pour pouvoir faire des visualisations, regarder l'historique de convergence de notre solution et voir si notre nouveau produit est meilleur que l'ancien. Dans les graphes de couplage, ce qu'on peut voir, c'est ici. Là, ce que nous avons, c'est plein de modèles qui sont couplés, certains fortement, certains faiblement. Ça fait un très gros graphe. Et par la suite, automatiquement, en fait, GEMCO va être capable de générer des sous-couplages et se rendre compte que d'abord, il faut résoudre les couplages entre D, E, B, C et A avant de passer aux autres sous-couplages, etc., jusqu'à évaluer P. Et ça, tout ceci se fait vraiment automatiquement, c'est basé sur la librairie de graphes NetworkX. On a également vers la fin la possibilité de calculer en fait des dérivés parce que lorsqu'on fait de l'optimisation, on sait qu'en possédant les dérivés, c'est plus facile de converger vers l'optimum, peut-être local, mais en tout cas de converger. Et après, il suffit de repartir de différents points pour chercher le global. Et donc, les gens, depuis maintenant quand même 20 ans facilement, dans les simulateurs, développent chaque fois les différentes briques pour calculer les dérivés. Et via ce qu'on appelle la chain rule, la règle de la chaîne, GEMCO est capable de propager le gradient et de calculer la dérivée complète de tout notre process, notamment en fait de ce qu'on appelle les MDA, qui sont les résolutions des couplages forts, en s'appuyant notamment sur la technique de la GEM. GEMCO, j'ai parlé tout à l'heure d'incertitude, permet également de faire la même chose, mais dans le cadre incertain. Donc, par exemple, dans le cadre où je ne sais pas exactement quel type de moteur exactement mon fournisseur va me passer. Je mets une incertitude sur ceci et je résous mon problème d'optimisation. Parfois, nos simulateurs sont trop coûteux, donc on va faire aussi appel à du machine learning pour remplacer ceci. On va remplacer les modèles par du machine learning pour aller beaucoup plus vite. Parmi les post-processing, là on en voit quelques-uns. Donc pour l'instant on reste vraiment sur du statique, du matplotlib, mais ça pourrait aller ensuite vers des choses plus dynamiques comme du streamlit, enfin plutôt du plotly ou du bokeh. GEMCO venait seul, je pense, quasiment seul. Il devait y avoir que 3 plugins quand on est venu présenter la première. Quand on a mis le logiciel en open source en 2021, on est venu présenter GEMCO et 3 plugins. Aujourd'hui, il y en a beaucoup plus parce que de plus en plus, on va nous contacter par exemple pour pouvoir faire du calcul à distance avec des trucs spécifiques au SSH ou parfois des solveurs linéaires beaucoup plus efficaces, en parallélisé avec PETSIC. Enfin, tout ceci est open source et des briques sous-jacentes aussi. Le JAX aussi, qui est beaucoup utilisé pour faire de l'autodifferenciation, c'est-à-dire on va juste implémenter, nous, les modèles et aussitôt on obtient les dérivés de ces modèles-ci, ce qui évite de devoir
nous-mêmes implémenter les dérivés au risque de commettre des erreurs. Voilà, donc là, il y a toute une galaxie en fait de plugins qui existent. Et si maintenant je finis en passant à la partie software, pourquoi en fait on est arrivé à l'open source? Parce que je pense qu'on était un petit peu aussi la génération d'open source. Ça correspond un petit peu à l'exposé d'avant où on doit avoir à peu près, je pense que la moyenne d'âge des codeurs sont dans les 35-40 ans. Et c'est des gens qui étaient avant certaines d'autres entreprises en fait qui également ont fait de l'open source sur la place toulousaine. Et clairement, on avait tous envie d'y passer. Et c'est donc avec l'IRT Saint-Exupéry, nous avons décidé en 2021 de mettre ce projet en open source. Donc ça permet quand même l'open source d'avoir une très bonne qualité, veut dire de code, parce que on ose, veut dire s'afficher devant tout le monde en disant voici mon code, on n'a rien à cacher. Et donc nous, on a aussi envie ensuite de l'améliorer. On travaille pour cela via une méthode agile où tous les matins on regarde nos tickets, on regarde où c'est que nous en sommes. Et tous les N semaines, on fait une grosse réunion pour un petit peu conclure sur ça. Il va y avoir également parfois, pour les sujets un petit peu plus tendus, des réunions de conception logicielle qui vont être mises en place. Et on travaille également via une forge GitLab. Alors ça, c'est historique. On avait des forges GitLab en interne. Donc on a choisi la forge open source publique GitLab. Et on essaye également de faire entre 3 et 4 versions par an, donc une version majeure où on se permet de casser l'API là et on supporte ensuite nos utilisateurs pour les fois où ça peut être douloureux de se faire la nouvelle API. Il va y avoir aussi en matière de test unitaire, tout ceci va être automatisé et testé. On couvre notamment Python de 3.9 à 3.12 et quand nos dépendances supporteront le 3.13, nous aussi nous y passerons. Les tests sont reproducibles et isolés via l'utilisation de TOX. Et enfin, on essaye d'avoir une couverture de 90, au-delà de 90%. Et sur les plugins, en fait, c'est ce que l'on vise, c'est clairement, et on l'atteint, c'est 100%. Les lectures, les reviews se font pour la qualité du code, se font également pour tout ce qui va être documentation, parce que la documentation, je ne sais pas si c'est aussi important que le code, mais en tout cas c'est très important. Et donc ça nous importe vraiment que quelqu'un le relise, notamment quelqu'un à la fois qui connaît dire le sujet de la petite chose qu'on développe, mais aussi quelqu'un qui ne connaît pas du tout, pour voir si d'un point de vue pédagogique, parce qu'on avait un petit peu scikit-learn en tête, est-ce qu'on arriverait à rendre très accessibles des choses un petit peu complexes. D'un point de vue technologie, enfin, sur la documentation, on est resté très historique sur le cœur de GMCO, donc du coup c'est du restructure texte avec Sphinx. Et sur tous les plugins aujourd'hui, parce que c'est plus facile pour les gens souvent en fait de coder en Markdown, on utilise plutôt, on utilise pour tous nos plugins MKDocs, que l'on héberge non pas sur Read the Docs comme pour Sphinx, mais sur les pages GitLab. Pour finir, en termes de licence, en fait, nous sommes LGPL v3 pour le code de GMCO, ce qui permet en fait, c'est du coup open source, mais ça permet également une utilisation commerciale parce que derrière nous travaillons quand même en lien, donc c'est lien académique et industrie. Pour que les exemples puissent être réutilisés très facilement, copier-coller, etc., c'est du BSD. On va être un peu plus restrictif sur la documentation. Ensuite, c'est du CC by SA, donc c'est pas les mêmes restrictions. Les forges, j'ai déjà dit, c'est GitLab, mais vu que quand même GitHub est très utilisé, donc il y a des miroirs GitLab. Et enfin, les documentations, donc tout ceci s'accède via le gemco.org. Et juste pour finir, juste sur une image en fait sur ce que l'on fait, c'est grosso modo une utilisation canonique en fait de la MDO. Ça a été sous une aile d'avion en fait. On a ce qu'on appelle le bloc moteur. Cette partie-ci correspond au mât. C'est le mât moteur qui tient l'avion, qui tient le moteur sous l'aile. La question, ça a été, ça paraît si simple, mais en fait ça ne l'est pas. Trouver la position optimale en Z et en X. Donc ça a été l'optimisation qui a été faite. C'est un papier donc, de 2019. C'était la fin du précédent projet et on travaille un petit peu sur ce genre de choses à l'IRT et c'est pour ça, en fait, ce type d'application que GMCO a été développé.
Il doit rester 3 à 4 minutes pour que je prenne quelques questions si vous en avez. Oui, donc la question c'est comment l'installer en fait et le côté D'accord. J'ai pas internet, je crois, sur mon ordinateur, sinon j'aurais pu le montrer en fait, mais la question, si je l'ai, je partage aussitôt et je regarde, mais non, le plus simple c'est que je vous le dise en fait. Quand on est sur la première page de GemCO, en fait, on a voulu un truc simple en fait, et il y a un GemCO in 10 minutes présent sur d'autres librairies. Le but c'est en 10 minutes comprendre le fonctionnement de GemCO. Comment je crée mes modèles, comment je les connecte à un problème d'optimisation, comment je définis ce que je veux maximiser, sous quelles contraintes. J'exécute avec tel algorithme d'optimisation, je fais mon post-processing. En 10 minutes, on a compris l'essentiel. Après, nous, on invite nos utilisateurs à... Elle est sur la première page de GemCO, en fait, il y a marqué, il y a les différents boutons sur les plugins, About Us, Installation, GemCO in 10 minutes, etc. Et ensuite, nous invitons le User Guide, le guide utilisateur, c'est très important, mais c'est aussi la chose la plus compliquée à développer. Et souvent, les gens, en fait, de toute façon, quand plus on rajoutait des pages, et plus ils allaient voir ailleurs, parce qu'en fait, ce qu'ils voulaient, c'est un petit peu, en fait, la pédagogie scikit-learn. On rentre directement dans les exemples, et c'est par l'exemple qu'on apprend, et quand j'ai suffisamment appris et que je veux en savoir beaucoup plus ensuite, je fais au guide utilisateur. Donc les gens vont sur la section exemple de GemCO, tout en haut du site, et là, on regarde ce que l'on veut. Est-ce qu'on veut faire un focus sur le machine learning, sur l'optimisation, sur la visualisation, etc., etc. Après, donc voilà, c'est vraiment, on dit aux gens, c'est commencer par le GemCO in 10 minutes. Encore une fois, c'est gemco.org, il y a une brochette de boutons, 6 boutons à peu près, dont celui-ci, GemCO in 10 minutes. Ensuite, plus d'exemples dans le menu principal Examples. Et dernièrement, sur la partie User Guide. Et juste pour conclure, il y a également en fait un point aussi qui est important parce que souvent, en fait, vu qu'on est quand même dans la sphère scientifique, il a été décidé la semaine dernière, nous avons sorti la version 6 de GemCO, d'utiliser également le template de PyData, qui est donc PyData qui vient donc du consortium NumFocus Open Source, et on utilise le même template web du coup que SciPy, que NumPy, que bon nombre en fait de ces librairies ici, ce qui fait en fait que on va retrouver en fait à peu près la même façon de naviguer. Donc on espère que ce sera plus simple à présent. Mais encore une fois, pour entrer, on invite vraiment les gens à aller faire un tour sur ce GemCO in 10 minutes où on présente un cas très simple en fait de MDO qui a été proposé par la communauté universitaire dans les années 90 et qui permet de comprendre ce qu'est la MDO et comment le résoudre via GemCO. Bon, ben merci à vous et encore une fois, gemco.org et vous aurez toutes les informations dessus et nous sommes ouverts via le contact@gemco.org et l'étiquette GitLab à répondre en fait à vos questions ou bien aux bugs et demandes de nouvelles features. Merci.